It's unfortunately a long, ugly past that Justin Trudeau has with racism himself. You have to question if it's just more incompetence by his office or carelessness, or he's just completely insensitive to historical reality. Ça, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Moi, comme descendante des survivants juifs de l'Holocauste, c'est quelque chose que je prends tellement au sérieux. Et c'était vraiment quelque chose, donc moi, personnellement, je suis déçue. Et je crois que c'est un moment pour nous tous d'y réfléchir. S'il y a encore des bourreaux vivants, il y a encore des victimes et nos pensées sont avec elles. What happened Friday was horrible. It was terrible. It was profoundly hurtful for so many Canadians. Yaroslav Hunka a été présenté comme un héros ayant combattu les Soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale par le président de la Chambre des communes, Anthony Rota. Mais comment se fait-il qu'aucun membre de son équipe n'ait sonné l'alarme avant de l'éviter, que personne à la Chambre des communes n'ait réagi? Ce sont plutôt des organisations de défense de la communauté juive qui ont levé le voile sur son passé hier. Qu'est-ce que cet incident révèle sur notre connaissance, notre méconnaissance de l'histoire? On a pensé revenir sur l'histoire de l'Ukraine à cette période avec notamment un spécialiste de la culture juive, Pierre Antil, bonsoir, et le professeur titulaire et ami de l'émission, Dominique Harel. Bonsoir, Dominique Harel. Ouais. Je pense qu'il faut commencer par peut-être montrer une carte puis nous situer dans le temps. Là, M. Hunka est accusé d'avoir été membre d'une unité de combattants SS nazis, donc pendant la guerre, dans un bataillon de la Galicie. Il y a cette carte-là. Expliquez-nous l'enjeu de la Galicie et des Ukrainiens, là. La première chose à comprendre, c'est que la Galicie, là, on parle de l'Ukraine de l'Ouest, donc Lviv, on le voit là, sur la carte, ouais. Là, et 3 autres provinces autour, n'avaient jamais fait partie de l'Union soviétique ou de l'Empire russe. Donc, pendant 500 ans, ils étaient essentiellement sous la gouverne des Polonais et jusqu'en 1939 faisaient partie de l'État polonais. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'il y a eu le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Allemagne qui attaque la Pologne pour détruire la Pologne. Tout juste avant, il y avait eu un pacte entre Hitler et Staline. Molotov-Ribbentrop. Voilà, selon les nommés selon les ministres des Affaires étrangères. C'est un pacte de non-agression. Donc l'Allemagne savait qu'en attaquant la Pologne, elle ne serait pas attaquée par l'Union soviétique. Mais il y avait une clause secrète. La clause secrète, c'était de se partager des territoires. Et les territoires, justement, on parle des 3 pays baltes, et une partie de la Biélorussie et la Galicie et d'autres provinces ukrainiennes qui faisaient partie de la Pologne, mais le cœur, c'est la Galicie. Alors là, les Soviétiques rentrent, s'installent en Galicie. S'installent, puis là, c'est la terreur. Donc l'occupation soviétique de 1939 à 1941, vécue par les Ukrainiens, c'est une occupation de terreur. Là, on parle de centaines de milliers de personnes qui ont été déportées, arrêtées. Il y a eu des massacres, tous les partis politiques bannis, etc. C'est la stalinisation. Ouais. Donc ça, c'est le regard que la société ukrainienne, entre autres, de Galicie, a sur cette expérience terrible. Et les Polonais eux-mêmes ont vécu une histoire... étaient occupés par les Allemands en partie, puis ont vécu une histoire terrible aussi. Oui, c'est-à-dire aussi que les Soviétiques, avant le pacte avec l'Allemagne, avait imposé un génocide aux Ukrainiens pour les affamer pendant les années 30. Alors, les Soviétiques n'avaient pas bonne presse, pour dire le moins, dans le monde ukrainien, et certains nationalistes ukrainiens ont vu l'arrivée des nazis, des Allemands, comme une forme de libération, jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'était pas nécessairement tellement mieux, mais ça a créé ce contexte d'ambiguïté politique qui a poussé certains jeunes Ukrainiens à lutter du côté de l'Allemagne. Alors, les Ukrainiens nationalistes veulent combattre les Soviétiques, mais ils le font sous l'autorité des Allemands SS, là. Oui, bien, en fait, il y avait le choix auquel ils étaient confrontés. Là, on parle de 1943, là, lorsque l'Allemagne commence à perdre la guerre. C'est la bataille de Stalingrad, la grande défaite. Et puis, donc, l'armée soviétique commence à reprendre du terrain, même en Ukraine comme telle. Le choix que les Ukrainiens de Galicie avaient, c'était de se joindre à la résistance souterraine, qui était beaucoup plus considérable que la division Galicie. Là, on parle de l'Organisation des Ukrainiens nationalistes. Et en fait, ils ont combattu la réoccupation soviétique, tenez-vous bien, jusqu'en 1949, bien après la guerre. Ouais. Mais l'autre choix, c'était de se joindre à une unité professionnelle, militarisée, avoir accès à des armes et tout. L'idée, c'était, une idée évidemment qui était complètement utopique,
c'était de former le noyau d'une armée ukrainienne indépendante. Alors, ce jeune Yaroslav Unta, il a 17, 18, 19 ans, il a 98 ans, se joint à une armée SS. Et pour la communauté juive aujourd'hui, d'être confronté ou d'ovationner quelqu'un qui était d'un bataillon nazi, c'est impardonnable. C'est le symbole, plus que les nazis, c'est les SS. C'est une unité qui a commis des crimes difficiles à décrire même ici. Ils ont été responsables des camps de la mort pour ce qui est des Juifs, mais comme le disait mon collègue, ils ont aussi utiliser ces forces-là pour toutes sortes de formes de répression dans des contextes qui servaient les intérêts de l'Allemagne. D'ailleurs, c'est important de le dire, il n'y a pas que les Ukrainiens qui ont joint les SS, il y a des Français, des Belges, des Hollandais. Il y a eu des unités SS dans différents pays occupés. Une quarantaine. Qui étaient en fait mobilisés par des jeunes droitistes et des gens qui croyaient en la domination des fascistes. Mais ce monsieur-là qui est ici depuis je ne sais pas combien de temps, peut-être 40, 50 ans, peut-être plus. Depuis les années 50. Bien, alors, pourquoi est-ce qu'on le considère comme un criminel de guerre? Bien, je vais vous faire entendre l'ambassadeur de Pologne. Tiens, ça va être plus facile à commenter après. The cause of the situation is lack of education. That person should not be in the public eye, should not be in the Canadian Parliament. There are many people, and I think they're right, say that he should be simply prosecuted. Ouais. Oui, c'est extrêmement difficile. Vous savez qu'il y a eu la commission Deschênes sur les crimes, particulièrement les crimes commis par les nazis en 1985. La commission n'a pas réussi à prouver plus que 20 cas, constaté que les crimes et les dénonciations étaient nettement exagérées. Le gouvernement canadien a poursuivi une personne, Imre Finta, à la suite d'une personne, et elle a perdu le procès. Il a été donc exonéré. C'est pas si simple qu'on pense à première vue de prouver presque 80 ans de distance, prouver qu'une personne a été dans tel régiment à tel moment, au moment où une action s'est présentée, et qu'elle est donc une personne coupable de crimes de guerre. Ouais. On disait que même M. Zelensky l'a applaudi. Là, un Ukrainien qui se bat contre les Soviétiques, ça doit sonner une cloche à l'esprit de Zelensky. Oui. Qui sait que c'était du côté des nazis? Il ne faut pas être naïf non plus. Les Soviétiques avaient recruté des centaines de milliers d'Ukrainiens, et la masse des gens qui ont servi, qui étaient d'origine ukrainienne pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont servi du côté des Soviétiques. Ils ont même eu des armées, il y a eu des armées ukrainiennes qui ont pris Berlin en 1945. Alors, c'est ça, c'est ce manque de compréhension. C'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. Ouais. Deux choses. Est-ce que M. Unta devrait être poursuivi? Est-ce qu'il doit être perçu comme un criminel de guerre? C'est le symbole, vous disiez. Donc, oui, c'est le symbole. En fait, c'est le symbole. Mais si je peux ajouter, c'est qu'en fait, en 1944, parce que lui, il se joint à la division en 1943, ils se font entraîner pendant 1 an à l'extérieur de la Galicie, ils sont en Allemagne. Ils arrivent en 1944. La Shoah, l'Holocauste, est terminé en Galicie. Donc, la division comme telle n'a pas été impliquée dans les massacres contre les Juifs. Il y a eu d'autres unités ukrainiennes. Il y a eu d'autres exactions contre des populations locales, mais pas juives. Pas juives, mais selon les... Un massacre, c'est un massacre. C'est un massacre du monde. Oui, mais il semble, selon les sources historiques, qu'il n'y avait aucune probabilité que ce monsieur-là fait partie du massacre contre les Polonais en 1944. Donc, c'est un symbole. Est-ce que Est-ce que cette crise-là est justifiée à ce moment-ci, là? Oui, parce que sur la scène internationale, à l'échelle de nos alliés et des engagements du Canada, d'appuyer même symboliquement, d'ovationner un tenant des nazis dans son Il devait savoir lui, que c'était un nazi, lui, à 17 ans? Ah oui, ça veut, quand on porte le symbole des SS, c'est difficile de croire que c'est naïf. Là. Maintenant, l'Ukraine est silencieuse aujourd'hui. On a expliqué en début d'émission pourquoi la communauté juive ne pouvait pas parler parce que c'est le Yom Kippour. Mais vous êtes un spécialiste de la question et donc vous pouvez nous traduire sur le ressentiment ou ce qu'on attend maintenant de cette affaire-là? Bien, je pense qu'on attend que le Canada, le Parti libéral, le Parlement remettent les pendules à l'heure et expliquent que les excuses, ça suffit pas. SS, les nazis ont commis des crimes extrêmement condamnables et que, pas seulement contre les Juifs, mais contre mais est-ce que les excuses populations. suffisent ou pas, d'après vous, M. Arel?
Des excuses de M. Rota? Ouais. Bien, il semble que le grand problème ici, c'est que M. Hunka, c'est un membre de sa circonscription. Donc, en fait, il aurait court-circuité même les organisations canado-ukrainiennes au national, là, à Toronto, qui probablement... Il l'aurait mis en garde. Ben oui, il n'aurait pas mis ce type-là en évidence, puisque de toute façon, la grande résistance ukrainienne pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas la division Galicie, c'est l'Organisation des Ukrainiens nationalistes. Bon. C'est eux qui ont combattu. Mais quand on parle d'Azov, là, Azov se réclame justement de cet héritage-là, mais pas de la division Galicie. Mais quand on pense à la rhétorique de Poutine, à dénazifier l'Ukraine, c'est un bel exemple. Ils l'ont déjà récupéré, puis ils disent même que le... Comment on dit ça, là, en ukrainien? Slava Ukraine, Royam Slava, que c'est inspiré d'Hitler. C'est comme inspiré Heil Hitler. Oui. Il y a un point qui est important, c'est que même en temps réel, la propagande soviétique identifiait tout mouvement nationaliste ukrainien pendant la Deuxième Guerre mondiale comme fasciste et nazi. Donc l'idée même d'avoir une Ukraine indépendante de la Russie, a toujours été considérée comme fasciste. Et Poutine, quand il nous dit en 2022 on s'en vient de dénazifier l'Ukraine, alors qu'évidemment, il n'y a pas de nazis en Ukraine. Ce qui veut dire, en réalité, c'est que l'idée même de s'opposer à la Russie, à cette idée qu'on forme un seul peuple, etc., c'est nazi. Ça vient, en fait, de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Il y en a qui disent Poutine, Hitler, Staline, même combat. Ce qui est vraiment malheureux, c'est que sur les forums internationaux, le Canada passe pour incompétent, incapable de comprendre l'histoire européenne, fait des mauvais choix et pas capable de s'éduquer face à ses souffrances, à ses difficultés, à ses complexités, et que même le Parlement lui-même ne semble pas, dans certains cas, capable d'expliciter exactement ce qui s'est passé et faire comprendre aux Canadiens. Alors, c'était fort éclairant. Et après cette pause, on va répondre à ces questions-là, Pierre-Ancil, parce qu'on va recevoir 2 diplomates canadiens pour voir l'impact de cette histoire sur les relations diplomatiques du Canada et de la guerre en Ukraine. Henri-Paul Normandin et Guy Saint-Jacques. Merci, Dominique Carrel. Merci, Pierre-Ancil. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.